La crise franco-algérienne en ce moment est, à mon avis, une victime du « en même temps » d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a beaucoup dit tout et son contraire. Il a commencé par dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Et puis, dans le contexte compliqué entre le Maroc et l'Algérie, il a reconnu le Sahara occidental. Et qu'on arrête de juxtaposer le conflit, les relations tendues entre l'Algérie et le Maroc. On peut très bien s'entendre avec le Maroc et très bien s'entendre avec l'Algérie. Sur la question du Sahara, pareil, la France, le en même temps, ça n'existe pas. On a la France qui suit la ligne du droit international, qui est censée la suivre. Ensuite, qui se prononce en faveur du Sahara marocain. Non, mais ce que je veux dire, c'est gardons une ligne où notre directive, c'est d'améliorer toutes les relations de la France vers les pays étrangers. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, merci pour votre fidélité, merci à vous puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre ici même. Alors c'est parti, vous le savez, dans le grand déballage, autre session, autre thématique. D'ailleurs on reviendra de nouveau sur la tension et la crise concernant la France et l'Algérie. Donc vous pouvez le faire parce que vous êtes très nombreux d'ailleurs à le faire et à commenter, y compris sur les réseaux sociaux. Et je vous en remercie parce que vous êtes très nombreux à le faire. Très nombreux aussi à suivre la chaîne YouTube Global Africa Télésud. Parlez-en autour de vous, justement, c'est une très bonne chose. La famille grandit, comme on dit. Alors, la thématique que je vous propose, chers amis téléspectateurs, la France et l'Algérie au bord de la rupture. C'est la question qu'on va se poser, parce que figurez-vous quand même, au bout de 48 heures entre la discussion qu'il y a eu entre les deux présidents, la crise a atteint un seuil de gravité inédit entre Paris et Alger. Y compris, on posera la question, vous savez, les relations diplomatiques, y compris les relations économiques, qui sont entachées entre la France et l'Algérie, n'ont jamais été aussi mauvaises depuis 1962. Alors on va en parler autour de ce plateau, du beau monde, justement, des personnalités que vous connaissez, des visages aussi notamment. J'ai commencé par les dames. Karima Katim, la présidente de la relation, non pas de la relation, la présidente de l'association France-Algérie. Merci. Fédération franco-algérienne, absolument. Il faut préciser, parce que c'est vrai que la dernière fois, j'avais dit association, ça m'a valu quelques petites remarques. Exactement. Ah bon, la voici maintenant la nouvelle présidente. On l'ignorait. Donc de la Fédération franco-algérienne. Merci Karima Katim d'être avec nous. J'ai dit les dames, elles ne vont pas dans le Régis. Moria Labsi, comment ça va? Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes à Haut, on vous connaît, vous êtes une vraie militante antiraciste. Vous êtes sur tous les fronts. Bah, j'essaye. Oui, on vous a vu notamment sur les questions de société. Régis Le Sommier, bonjour, ravi de vous recevoir. Moi aussi, je suis ravi d'être parmi vous. Vous, grand reporter, ancien patron de Paris Match, vous êtes aussi... Directeur adjoint. Directeur adjoint, vous êtes aussi journaliste, cofondateur d'un média en ligne. Oui, Omerta. Omerta, absolument. Plateforme de diffusion de documentaires. Et je continue à faire du terrain. Ça marche bien, votre histoire? Ça marche pas mal. Notre chaîne YouTube vient de dépasser les 400 000 abonnés. Vous allez rivaliser avec Global Africa, là. Impressionnant. On a pas mal, d'ailleurs. Je pense qu'on a des publics communs. Voilà. Bah, écoutez, tant mieux, on verra. En tout cas. On verra. Georges Morin. Alors là, quel plaisir que vous soyez là. Non, pardon. Franchement, moi je suis ravi que vous soyez avec nous, Georges Morin. On se connaît parce que vous êtes d'abord le fondateur de Maghreb du livre. Le fondateur de Coup de Soleil d'abord. Coup de Soleil, vous êtes le président, toujours. L'association Coup de Soleil. Et puis vous êtes le père fondateur. On va fêter nos 40 ans cette année. Père fondateur et donc la manifestation phare de Coup de Soleil, c'est le Maghreb des livres, une fois par an. On essaye de mettre en valeur les à l'Hôtel de Ville de Paris. À l'Hôtel de Ville de Paris, les auteurs. Qui rencontre d'ailleurs un grand succès, cette histoire. Oui, bien sûr, oui. Très grand succès, et on vous le doit. Entre 5 000 et 6 000 visiteurs tous les ans. Voilà. Ouais. Vous êtes constantinois. Je suis constantinois, oui. Absolument. Ma grande fierté. Grande fierté, je vois. Ouais. En plus, vous parlez arabe. Et puis, oui, je parle l'arabe algérien que j'ai appris dans la rue à Constantinople. Je sais que Régis Le Sommier, sa maman est d'Oran, oranaise. Ma maman est née à Oran. Voilà. Oui, mais ça se soigne, on l'a dit. Allez, chers amis, vous savez quoi? Nous allons parler de ce sujet. Ce sujet qui, parfois, vous savez, parfois on s'interroge, on se pose des questions. À qui profite tout cela? C'est vrai qu'il y a une grande question. À qui profite cette brouille entre la tension entre la crise et l'Algérie? Moi, j'ai envie de vous poser la question, et évidemment, j'invite tous celles et ceux
ceux à prendre la parole tout de suite. Il y a eu cette descente entre les deux présidents, le président Macron, le président Tebboune, l'un et l'autre, ils se sont échangés, mais 48 heures après, Paris et Alger ont procédé à des expulsions mutuelles de 24 heures, et notamment de 24 agents, de leurs agents diplomatiques consulaires, 12 de chaque côté. Franchement, allez, Régis Le Sommier. Non, je crois que ça a surpris tout le monde. Ça a surpris tout le monde, d'autant que le président Tebboune avait un peu, on va dire, mis de l'eau dans son vin, puisque par rapport au grief vis-à-vis de la France, on sentait qu'il y avait quand même une sorte de... Après le discours avec Emmanuel Macron, enfin après l'échange avec Emmanuel Macron, il y avait quand même des positions un peu plus modérées. Et là, c'est reparti, c'est un peu comme si... il y avait une sorte dans l'huilage diplomatique, quelque chose qui était venu gripper la machine, qui semblait arriver finalement à quelque chose d'un peu consensuel, avec possible libération de Boualem Sansal, ou peut-être, voilà, on parlait de ça. Mais c'est allé très vite, Régis Le Sommier, très très vite. Oui, mais... On peut se poser quand même la question, on s'interroge quand même. Mais il y a forcément quelque chose, à mon avis, qu'on ne sait pas, qui s'est passé, parce que sans doute. Le dialogue en fait, direct entre les présidents avait quand même, semble-t-il, amené quelques améliorations. Voilà. Ouais. Vous dites oui, pourquoi ? Monsieur Morin, Georges Non, Morin. c'est vrai que Macron et Tebboune se parlent, et quand ils se parlent, ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que des deux côtés, il y a aussi des gens qui font tout pour que ça ne marche pas, quoi. C'est qui ces gens qui font tout ? Est-ce que vous avez des, Est-ce que vous avez des noms en tête ? Est-ce que vous avez... Il n'y a pas de nom possible. Ouais. Non, mais je veux dire, on va pas commencer à jeter l'anathème sur X, Y ou Z, même s'il y a certains ministres de l'Intérieur en France, par exemple, qui pourraient être cités. Mais voilà, il y a des gens qui, et en Algérie et en France, n'ont de cesse de faire en sorte que l'Algérie et la France ne s'entendent pas. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'aggrave, effectivement, de crise en crise, ça s'aggrave. C'est ça qui est le plus... On n'a pas vu ça depuis 1962. Oui. Comment peut-on imaginer qu'après 132 ans d'une colonisation épouvantable, moi je suis pied noir, je peux en parler avec franchise, je fais partie du groupe Stora aussi, on a essayé là aussi de jouer la carte mémorielle, mais ça ne suffit pas. Il y a 132 ans, quand on connaît l'histoire de la colonisation de la France en Algérie, c'est épouvantable. Les premières 40 années, l'Algérie est passée de 3 millions d'habitants à 2 millions d'habitants. Comment voulez-vous que tout ça ne réapparaisse pas ? Donc c'est pour ça que l'enseignement de l'histoire est extrêmement important, des deux côtés de la mer. Voilà, donc ça n'est pas étonnant. Je crois que... Ça vous étonne pas du tout ? Non, c'est pas étonnant. Non, ça ne m'étonne pas parce que, encore une fois, ça fait partie des relations de deux pays qui ont vécu 132 ans d'horreur, quoi. Voilà. D'horreur. Karima, je vous ai vu justement... Oui, il est vrai que la consolidation entre les deux rives ne se fera qu'avec une restauration de la vérité de l'histoire depuis 1830, clairement. Mais si on doit aller dans le fond, effectivement, mais il y a eu quelque chose entre-temps. On ne le dit pas autour de cette table. Allez-y, mettons les pieds dans le plat. Mettons les pieds dans le plat. À mon habitude. On vous connaît pour ça. Exactement. Donc on a quand même... On a une relation entre Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune qui se passe très très bien. Dès le départ, ils se sont très bien entendus. En dehors de ça, on a quand même un ministre de l'Intérieur qui on a l'impression, qui prend des décisions unilatérales. D'ailleurs, qui a décidé de mettre en garde à vue un agent consulaire. C'est ce qui s'est passé. D'où cette réaction d'Alger. Pour des motifs qui paraissent très 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 légers aux yeux du gouvernement algérien concernant un pseudo lanceur d'alerte, encore une fois, donc qui est considéré ici en France comme étant opposant, alors qu'en Algérie il est considéré comme rien du tout, mais clairement. Et donc ça a envenimé les choses, et moi je dirais que cette épine qu'on a dans le pied, ce lien entre la France et l'Algérie qui a du mal à se dégoupiller, c'est dû à cette politique d'extrême droite diligentée par Bruno Retailleau, qui fait qu'à chaque fois qu'on essaie d'aller de l'avant, on a ce pouvoir médiatico-politique, un petit buzz politique qui va à l'encontre des valeurs algériennes. On insulte
énormément l'Algérie. Lorsqu'on cite l'Algérie comme étant une junte militaire... La source de tous les maux. Exactement. Dans les médias repris par des politiques français constamment, en sachant que l'armée algérienne, elle fait partie de l'ADN des Algériens. Bon, on y a pour en discuter, mais elle est la digne héritière de l'ALN, l'armée de libération nationale. Elle est ancrée en chaque Algérien. Pour quelle raison? Non pas parce qu'on est né en étant dans l'armée, mais parce qu'elle a été notre boussole. C'est la boussole des Algériens. Elle a contribué à l'indépendance de l'Algérie. Elle a contribué au Hirak béni, 28 millions d'Algériens qui sont sortis dans les rues pour dégager cette Aïssaba. Aïssaba, donc tous ces oligarques. Donc on a un avant 2019, un après 2019, et ça, la France le sait. D'où les relations qui ont été échangées. La France avait beaucoup plus de facilité à traiter avant 2019 au niveau des intérêts économiques qu'aujourd'hui, où on a quand même un président qui a la légitimité du peuple, un peuple... D'ailleurs, sur le plan économique, ça se complique de plus en plus. Hein. Les relations diplomatiques se sont transformées par des... Ça s'est entaché notamment avec, en plus, des relations économiques. Tous les chefs d'entreprise, les grands chefs d'entreprise ont annulé leur... C'est juste parce qu'il y a une révision. Là, c'est une volonté... Leurs agendas. Entre les deux rives. Hein. On a une volonté populaire, donc une volonté algérienne de stopper tout ça. À l'ère de Bouteflika, les robinets étaient ouverts, quoi. C'était l'Eldorado. C'était l'Eldorado, on ne va pas se mentir. Ouais. Et donc, le peuple s'est soulevé et a dit stop. Et d'une certaine manière, l'armée a été là pour les protéger. Il n'y a pas eu une goutte de sang versée, 28 millions d'Algériens dans les rues. Donc elle fait partie de cet ADN. En dehors de ça, on a eu la décennie noire. Encore une fois, l'armée a fait le nécessaire. Elle a éradiqué le terrorisme. Pendant qu'elle a éradiqué le terrorisme, il ne faut pas oublier qu'en France, on invitait les représentants du FIS. Karima Katim, pour qu'on comprenne, puisque vous êtes la présidente de la Fédération franco-algérienne, justement le lien, vous nous faites le parallèle entre ces périodes-là, toutes ces périodes, effectivement, c'est bien de nous plonger dans l'histoire, mais le lien avec aujourd'hui, avec l'actualité d'aujourd'hui, parce que cette tension diplomatique qui dure depuis à peu près plus d'1 an maintenant, on a d'une certaine manière, on a l'impression que dans notre gouvernement, à travers Bruno Retailleau, clairement, pour le dire vulgairement, on a des nostalgiques de l'Algérie française. Alors que les Algériens, que ce soit des Algériens établis en France ou des Algériens qui vivent en Algérie, souhaitent avancer sur cette question-là, sur l'histoire, et de pouvoir passer à quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle Algérie. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, mettons les pieds dans le plat, vous avez dit la question de nostalgie. Est-ce qu'il y a des nostalgiques? Je distribuerai la parole. Moi, je ne sais pas du tout. En tout cas, je serai le soin aussi à celles et ceux qui nous regardent. Il faut arrêter avec ça, parce qu'il y a effectivement des Européens d'Algérie qui sont des fachos, hein, et on le voit. Il y en avait, on l'a vu avec l'OS, etc. Même en même temps, il faut se rappeler aussi, pardonnez-moi, mais les pieds noirs, statistiques officielles du gouvernement général de l'Algérie en 1954, les pieds noirs, ils étaient 20%, ils gagnaient au niveau matériel et financier, ils étaient inférieurs de 20% par rapport aux Français de France. Bon. Donc les pieds noirs, c'est des gens qui ont été... c'est des pauvres gens qui sont. Il faut connaître aussi l'origine des pieds noirs. Hein. Les pieds noirs, c'est des gens qui sont venus. Ce sont des paysans pauvres de la Provence, de la région de Grenoble où j'ai fait mes études. J'ai rencontré pas mal de gens comme ça. Et puis ils sont partis. Beaucoup sont morts de la malaria quand on leur a soi-disant donné des terres. On a arraché les terres aux Algériens et on a jeté des paysans pauvres de toute la Méditerranée pour faire une colonisation de peuplement. Ça a été l'horreur. Bon, ces pieds noirs, moi j'ai été gamin quand on est arrivé à l'indépendance. Mes parents sont restés 17 ans après l'indépendance. Donc je peux en parler. J'ai vécu dans l'Algérie indépendante et mes parents y ont partie contribué. Je vous raconterai peut-être des histoires avec ma mère qui était infirmière. Bon, bref. Comment dirais-je,
on peut pas. C'est pas les pieds noirs qui dirigeaient la France. C'est pas les pieds noirs qui ont décidé d'envahir l'Algérie en 1830. C'est pas les pieds noirs qui ont décidé d'envoyer l'armée. Bon, voilà, on jette tout sur les pieds noirs. Moi, je veux bien. Il y a encore une fois des gens qui sont mal perçus, qui sont mal conduits et qui sont maintenant en France à l'extrême droite. Mais c'est une minorité. Je comprends mieux, Georges Morin, effectivement, lorsque vous soulevez la question de l'histoire. Effectivement, elle est essentielle aujourd'hui. Voilà. Je crois qu'elle est au cœur quand même de cette tension diplomatique et les relations bilatérales d'ailleurs. Et en Algérie, et en France. Il me semble, quand je vous écoute les uns et les autres, pardonnez-moi de vous interrompre, je crois qu'elle est essentielle. Il faut que cette commission, parce que je crois que c'est cet été, avec Benjamin Stora, oui, bien sûr, que vous allez évidemment, que le verdict va tomber. Il y a eu son rapport, il y a une commission qui a été traitée en plus, donc j'en fais partie. Juillet précisément. Mornia Labsi. Alors moi j'ai plein de choses à dire. On ne vous a pas entendu. Justement, moi je veux bien qu'on recentre un peu le débat sur cette question. On a abordé l'agent, non mais surtout ces agents diplomatiques, consulaires, et puis j'aimerais qu'on avance dans le sujet parce qu'il faut quand même qu'on comprenne. Vous voyez ce que je veux dire ? Juste sur les liens très distendus entre l'Algérie et la France, bon, moi je ne sais pas si on peut dire qu'aujourd'hui on a atteint le paroxysme. Dans les années 60, après 62, il y a eu déjà une grosse crise avec Boumedienne à l'époque de la nationalisation des hydrocarbures. Un peu plus tard aussi avec Giscard d'Estaing. Bon, c'est forcément de toute manière un pays qui a colonisé un ancien pays colonisé très récemment, une indépendance qui a été obtenue il y a très peu de temps, un peu plus de 60 ans. 8 ans de guerre. Et voilà, 8 ans de guerre, plus de 130 ans. Voilà, plus de 130 ans, quelle guerre. Moi, j'ai mon père qui était, ma mère aussi, et qui en subissent encore aujourd'hui. Pour ma mère, les effets psychologiques et physiques, et forcément, ça se retransmet aussi chez nous, les enfants, et puis chez les petits-enfants, etc. Bon, on ferme cette parenthèse. Tout ça pour dire que, de toute manière, du fait qu'il y a une difficulté quand même de la France, et ça ressort aujourd'hui à reconnaître cette colonisation de peuplement, particulièrement dans un contexte où on a une guerre génocidaire en plus opérée par Israël à l'endroit de la Palestine. Donc ça revient dans l'actualité, ça revient en fait, c'est une mémoire qui s'invite dans le présent. Et tout ça pour dire que, en effet, ça correspond tout ceci s'imbrique et ça correspond aussi à une fascisation du paysage politique en France. Et au niveau international, avec le trumpisme aussi, on voit aussi du côté des Russes avec Vladimir Poutine. Et en effet, depuis un an, Vous voulez nous dire quoi par là ? Vous voulez nous dire, Mornia Labsi, que l'extrême droite, en tout cas, s'empare du pouvoir dans le monde ? C'est ça que vous êtes en train de nous laisser ? C'est un fait factuel qu'on a en tout cas. Je sais pas, parce que j'entends quelque chose en filigrane là. Non, mais bien sûr, disons les choses. Non, mais disons les choses. Sûr, moi, j'ai pas de souci aussi. Je suis connue aussi pour ça. C'est un cycle. C'est le cycle. C'est un cycle. On est dans un cycle où il y a certainement une crise du capitalisme. Quand on connaît l'histoire, c'est le cycle. Et une montée de la réaction et une fascisation à la fois des mentalités et des pouvoirs. Voilà, c'est-à-dire qu'en Europe, on a vu ces dernières années la prise de pouvoir de l'extrême droite, un peu partout hors de l'Europe aussi. On en voit aussi les limites dans certains pays. Il n'empêche qu'on en est là aujourd'hui. Et du coup, dans ce contexte-là, eh bien, évidemment qu'en France, on a, parce que l'Algérie et la France ont ce passé commun qui est d'une violence inouïe, qui a meurtri les consciences, voilà. Eh bien, on a des gens qui... D'ailleurs, on le doit à Jean-Michel Apathy, avec son billet d'humeur, qui a réveillé d'ailleurs... Et heureusement qu'il était là. Mais il a pris cher. Pour en revenir politiquement quand même sur ce que disait tout à l'heure, oui, on a Retailleau et toute l'extrême droite qui jouent leur parti d'ailleurs politiquement, nationalement. Retailleau, on en parlait tout à l'heure parce qu'il brigue la présidence de l'ALR, donc il veut ratisser la droite et l'extrême droite aussi, parce que certainement que pour les prochaines présidentielles, il envisage quelque chose. Et il est en plein populisme. On est dans le populisme, mais on est aussi dans un état d'esprit. Aujourd'hui, l'autre, il y a eu le migrant, il y a le musulman, et c'est l'Algérien. Voilà, c'est l'Algérien, et du coup, ça se traduit par en effet cette arrestation. Alors, attendez. Cette arrestation, c'est important, parce que moi, vous savez, je fais mon travail de journaliste. Est-ce que c'est l'Algérien ou est-ce que c'est l'Algérie ? Parce que c'est pas la même chose, chère Mornia Labsi. Parce que là, je pense que quand vous posez la question
aux Algériens, ils vous disent, ouais, bon, Alors, par dans le ricochet, effectivement. Après, Ah non, Dans le discours, en tout cas, c'est l'Algérie, l'Algérien. De toute façon, si c'est l'Algérie, c'est l'Algérien. Moi, je pense qu'il y a beaucoup changé. Et ça, une partie des hommes politiques français, entre autres, moi je le vois dans des débats que je peux avoir sur des plateaux télé, n'a pas bien pris conscience de l'émergence des BRICS, par exemple, de la réalité de cette émergence. C'est-à-dire qu'on est resté dans un monde... je ne pense pas que ce soit l'extrême droite au pouvoir partout. Il y a l'autoritarisme, oui. Il y a des caractères autoritaires qui souvent ont l'adhésion de leur population, que ce soit Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan, même Benjamin Netanyahou, une partie, on va dire. Mais il y a une figure, la figure autoritaire qui est... voilà. Et qui gagne partout. Un recul significatif de la social-démocratie, on va dire, dans le monde. Mais je pense qu'on est passé, et je pense que ça a été la guerre en Ukraine le déclencheur de cette tectonique des plaques, c'est-à-dire d'un monde qui regarde l'Occident non plus comme aujourd'hui quelque chose qui doit subir, je pense en particulier à l'Afrique, quelque chose auquel on s'est habitué finalement. On se dit, bah oui, il y a toute l'ancienne puissance coloniale qui est là. Certains font des affaires avec, d'autres se disent oui, il faudrait se révolter, etc. Je parle de cette réalité qui a été longtemps admise par les peuples à une vision de l'Occident comme étant un produit toxique. C'est-à-dire que à travers un certain nombre d'idéologies anti-traditionnelles véhiculées par l'Occident, et ce constat, on peut le faire sur tout ce qui est pays d'Asie centrale, Russie, Maghreb, Afrique. C'est-à-dire que nous sommes perçus non plus comme, je vais dire, une survivance d'un État qui a été colonial à une époque et qui a encore une puissance tutélaire, mais à quelque chose qui vient déranger la raison d'être de ces peuples. Je parle de ça, d'expériences que j'ai vécues, moi, au Mali. J'ai vécu des expériences... En Afrique francophone. Voilà. En Afrique francophone, vous avez raison de le signifier, parce que l'Afrique anglophone, c'est un peu différent. C'est différent. Et qui a fait que, globalement, et j'en viens à mon point de vue sur la question du rapport entre et pourquoi cette crise aussi, c'est que la France a été littéralement chassée de l'Afrique. Et qu'aujourd'hui, en termes de... C'est-à-dire qu'il y a à la fois pas eu de constat réel fait sur les raisons qui ont fait que, parce que tout ça c'est déclenché, ça a été août 2020 le Mali, le coup d'État au Mali, et puis un certain nombre de coups d'État qui ont fait que progressivement la France a été obligée de reprendre. Sauf que c'est les Russes qui prennent la place, donc c'est pas... mais les Russes, c'est la nature horreur du vide, hein. Il y a les Russes, il y a les Turcs, et les Chinois, il y a Wagner partout. Il y a même la Chine, elle a raison, la Chine est arrivée. Les Iraniens qui manipulent des populations chiites au Nigeria. Enfin, vous avez tout le monde est là, voilà. Et nous, on est parti. Et par rapport à ça, dans le dialogue qu'on a pu avoir avec l'Algérie, et dans ce rapport qui a toujours été compliqué, je dirais qu'on est resté dans un... finalement, on ne s'est pas aperçu, et une partie des hommes politiques français n'ont pas compris que les temps avaient changé, et que le rapport et que le regard qu'on avait sur la France avait changé, y compris pour l'Algérie, qui fait partie des BRICS, qui plus ou moins quand même aujourd'hui aligné avec la Russie. Et donc, voilà, et que ça avait changé. Et cette tectonique des plaques, elle n'a amené... Qu'est-ce qui a changé? La géopolitique? La donne a changé? La donne géopolitique a changé? Non, surtout l'image. C'est important ce que vous dites là. Surtout l'image et surtout le rapport. C'est surtout ça. Et aujourd'hui, on ne peut plus imposer des choses qu'on imposait avant, qui allaient naturellement, qui allaient de soi. C'est-à-dire qu'on assiste à l'émergence d'un autre monde. Et Trump, par contre, l'a compris. Trump l'a très bien compris. Trump l'a compris. Le président Trump, il l'a compris. Il est prêt à accepter un monde multipolaire, avec, pour lui, globalement, la Chine, la Russie. Avec l'autoritarisme, et lui, toujours, évidemment, avec l'autoritarisme, mais ça, si vous voulez, et avec des pays qui s'alignent plus ou moins, suivant les zones d'influence. Donc, l'Amérique n'est plus une Amérique messianique qui dépense des milliards dans des guerres, on dit, avec des visées néoconservatrices pour, soi-disant, amener la démocratie et la liberté à des peuples, en fait, en gros, les soumettre. Mais si vous voulez, là, on est revenu avec un président qui pense America First, pas Amérique au-dessus du monde, mais America First, d'abord les Américains. Donc,
toute sa guerre tarifaire est basée autour de ça. Et vous voyez bien qu'avec la Chine, c'est l'objectif. Mais autour de ça, tous les pays s'alignent et tous les pays cherchent leurs intérêts. Et ça, je pense qu'en France, malheureusement, cet exercice-là, on l'a pas fait. Il y a deux éléments que Régis Le Sommier, justement, m'interpelle. C'est à la fois l'émergence de ce nouveau monde, l'émergence d'un nouveau monde, et puis chacun cherche à essayer de prendre sa place. De prendre sa place. Karima Katim, justement. Alors, est-ce que chacun de prendre sa place, est-ce que justement on n'est pas reparti sur une nouvelle crise France-Algérie? Non. En cherchant sa place et dans ce nouveau monde que nous décrit d'ailleurs. Parce que moi j'adhère, c'est exactement ça. Alors déjà, le Maroc a très très bien joué ça. En fait, il vient juste de décrire le nouvel ordre mondial. Il ne l'a pas dit, mais il vient de le dire, c'est ça, en gros. Et vous l'avez dit, vous le dites à sa place. Exactement. Et l'Algérie se place très très bien dans cette distribution et cette émergence économique. Et effectivement, les États-Unis l'ont très bien compris, d'où la signature d'une coopération militaire avec l'Algérie. Et c'est ce qui me frustre, moi, en tant que Française. C'est qu'on ne puisse pas signer ce type de choses avec la France. Et pourquoi? Parce que, et je suis désolée, ça n'a rien à voir avec les pieds noirs, et je suis consciente de l'histoire, et j'en connais énormément, et qui aiment l'Algérie autant que moi, qui suis née algérienne. Vous êtes tout autant algérien que moi. Ah, tout à fait, oui. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes. Mais vraiment, on a les pieds noirs qui sont partis, il y en a qui sont restés, qui ont combattu aux côtés de leurs frères algériens, et qui sont totalement algériens. Mais il y a aussi cette posture néocoloniale, cette condescendance, cette arrogance qui leur a permis de ne pas pouvoir justement ouvrir les yeux sur ce nouveau changement géopolitique. Et c'est pour ça que cette Algérie s'appelle Algérie nouvelle. C'est pas un slogan creux. Attention, ce changement, il est très récent. Il est récent. Quand vous dites récent, ça veut dire quoi? Moi, je mets la guerre en Ukraine. Je pense que la guerre en Ukraine a été. Non, c'est bien de mettre, c'est bien de mettre des éléments. Attendez, s'il vous plaît, chacun. Attendez, parce que attendez, à tour de rôle. Régis, on s'est aperçu. Vous savez, à l'époque, on a dit. Et ensuite, vous, Bruno Le Maire, disant, on va mettre à genoux la Russie. Il faut encercler la Russie, l'asphyxier, etc. Et elle va perdre naturellement. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait. Il y avait une bonne 25 pays d'Afrique qui ne nous suivaient pas là-dedans. On s'est aperçu que les pays du Golfe non plus n'avaient pas cet alignement, que Dubaï a continué à faire du business avec la Turquie et avec, via la Turquie avec la Russie. Pourquoi l'Italie? C'est vrai que l'Italie y arrive très bien. La présidente Meloni y arrive très bien. Georgia Meloni, pardon. Avant Meloni, les relations entre l'Italie et l'Algérie, c'était... mais encore mieux maintenant. Très fort. Pourquoi Meloni fait du bilatéral? Parce qu'à un moment, elle a été toute seule, Meloni. Elle a été abandonnée par l'Europe face au phénomène migratoire. Et il a bien fallu qu'elle aille en Libye, qu'elle aille un peu... et qu'elle commence elle-même à faire du bilatéral pour... et puis il y a eu cette crise, justement, ukrainienne qui a permis de remporter le gaz algérien et de nouer des contrats. Et on se rend compte que l'Italie a bien mieux géré sa partition que nous. Intéressant ce regard géopolitique, Mornia. Moi, je trouve ça, plutôt intéressant et sans transition. En fait, quand on voit d'ailleurs ce qui s'est passé ces derniers mois d'un point de vue économique, parce que c'est aussi ça la réalité, il n'y a pas que l'histoire, c'est aussi l'hégémonie capitaliste en fait, c'est-à-dire que l'Europe, mais particulièrement la France aussi, a perdu sa place en Afrique, clairement. Et sur la clarification, c'est vrai que ça s'est fait même un petit peu avant l'émergence des BRICS, en réalité en Afrique, c'est quelque chose qui était concret, qui n'était pas du tout abstrait. Mais c'est vrai que la clarification s'est faite avec la guerre en Ukraine. Quand on voit ce qui s'est passé dans cette séquence de clivage dur entre la France et l'Algérie. On voit bien que d'ailleurs les pays avec lesquels l'Algérie a signé, c'est l'Italie qui en effet est assez finalement hors Europe, on a l'impression, un peu lâchée par l'Europe, et l'Angleterre. Hors Europe, Mélanie rappelle quand même que c'est l'Europe d'abord. Je comprends. Plus récemment avec Donald Trump, elle a dit quand même l'Europe doit être... Mais dans l'absolu, elle est quand même considérée par c'est vrai, vous avez raison. Elle est considérée quand même par cette entité européenne comme un peu une paria, l'Italie. Et on voit bien que c'est l'Italie et l'Angleterre, finalement, qui signent ces contrats sur les hydrocarbures avec l'Algérie. Et c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer les intérêts économiques, les renouvellements, finalement, des places de chacun dans ce monde. Et ça joue énormément. Moi, ce qui me plaît... Parce qu'en réalité, ce qui se joue aussi, outre le fait... ce qui se joue, c'est ce que dit Régis Le Sommier, le nouveau monde. C'est ça qui se joue. C'est le nouveau monde qui est en train de se dessiner. Mais la montée de la réaction, elle correspond aussi à justement
ce jeu et la manière dont se place chaque acteur dans cette géopolitique. Vous avez raison. Et il y a quand même une montée des gouvernements réactionnaires. C'est pas que de l'autoritarisme. Je veux dire, Trump est d'extrême droite. En tout cas, moi, c'est comme ça que, pour moi, est-ce qu'il est d'extrême droite ou est-ce qu'il est réactionnaire ou est-ce qu'il est conservateur? Qu'est-ce qu'on doit dire? Ah non, je parle de Donald Trump, moi. Je parle pas de Netanyahou. Une extrême droite uniforme. Non, il n'y a pas. Victor Orban est d'extrême droite. Non, en fait, chacun joue pour son pays. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la donne et la prime, elle est au leader qui va, on va dire, satisfaire. Non, mais l'autoritarisme, c'est une chose. L'extrême droite, c'est aussi de considérer le migrant, l'étranger, comme étant quand même. Mais c'est ce que fait Orban. Mais ça, c'est de l'extrême droite. Et ceux-là sont au pouvoir. Mais ce qui est important, et le pape, rappelons-le, puisqu'on est en pleine actualité du pape, effectivement. Et donc vous considérez le cardinal mort à 88 ans. Lui qui nous dit. D'ailleurs, il s'est fâché avec Donald Trump sur la question migratoire. Cardinal guinéen, voilà, bon. Oui. Georges Morin. Non, je vous entendais plus. Non, je rappelais, puisqu'on faisait référence donc à effectivement à ce que c'est. Bon, c'est pas le sujet, on pourra thématiser, refaire une émission avec vous-même d'ailleurs, sur la question de qu'est-ce que c'est conservateur, qu'est-ce que c'est que d'être dans une posture d'extrême droite, qu'est-ce que c'est que autoritarisme. Vous avez raison, et c'est vrai, le sens des mots en tout cas. Racisme, non mais vous avez raison, Mornia, et surtout vous, militante antiraciste, le sens des mots, ils ont leur importance. Vous avez raison. Mais je crois quand même Donald Trump, est-ce qu'on peut lui accorder, Régis Le Sommier, d'être d'extrême droite. La question politique sur l'immigration. Je ne suis pas là pour, évidemment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le pape François s'est brouillé quand même à plusieurs reprises avec Donald Trump sur la question migratoire, sur la question de l'étranger. Et force est de constater quand même, Régis Le Sommier, que le pape François, ça l'a mis quand même... L'idéologie extrême droite, c'est celle-là. Oui, il est monté au créneau quand même, pour l'appeler. Comment dire... Mais c'est pas le sujet. Mais oui. Non, mais la vraie question, en fait, est par rapport... Enfin, si on veut parler un petit peu des relations entre le pape et Donald Trump, c'est vrai qu'il y a eu quelque part... Bon, d'abord... Aux États-Unis, il n'y a pas une majorité de catholiques, même s'il y en a pas mal. On a vu J.D. Vance, qui est catholique, catholique reconverti. Très conservateur. Catholique conservateur. Oui, catholique conservateur. Catholique raciste, oui, il faut le faire. Oui. Non, mais vous savez, les catholiques latinos aux États-Unis, enfin moi j'ai vécu aux États-Unis, c'est une ligne assez dure, c'est pas comme en Afrique, ils sont très durs. Le pape progressiste, le pape tiers-mondiste, alors il pouvait satisfaire certains, mais au niveau de l'Église, il y avait beaucoup de tiraillements. Et aujourd'hui, il y a aussi les traditionalistes dans l'Église qu'on le vend en poupe. J'évoquais le cardinal Sarah tout de suite. C'est quand même, et ça dépasse la question de la peau, la question du racisme, etc. Non, le pape, c'est la question du rapport à la foi. Je vous promets, on fera une émission thématisée là-dessus. Mais le pape, en tout cas, comme c'est d'actualité, je sais qu'il est extrêmement, en tout cas, il est très apprécié sur le continent africain, le pape François. Toutes ses visites d'État, en tout cas dans les différents pays d'Afrique, il a rencontré un vrai succès. Je me réjouis juste parce que Karima Katim, elle est venue vous chercher sur le sujet des pieds noirs, justement, que vous vouliez lui répondre ou pas du tout, Georges Morin quand on parle de l'histoire, effectivement... Sur les pieds noirs. Sur les pieds noirs. Mais elle a été... Il n'y a eu aucun problème, non? Aucun problème, vous êtes d'accord? Non, mais c'est important que les téléspectateurs le sachent, mais d'où l'importance de travailler sur cette vérité historique. Bien sûr. De faire le distinguo entre ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, ceux qui ont combattu pour l'indépendance. Ceux qui ont une amertume. Exactement. Et je pense que ça ne peut pas... Ça peut avoir qu'un effet positif. Justement, d'être dans la nuance, d'étouffer l'histoire, ça n'amène rien de bon et je pense que ça frustre tout le monde, y compris les amis de l'Algérie, mais aussi les Algériens. Oui, mais je crois que les deux peuples, de le peuple français et le peuple algérien, ont absolument besoin que... c'est pour ça que quand on a fondé avec Stora comment dirais-je, la coopération entre les chercheurs et les historiens français et algériens pour essayer, non pas, comme on l'a fait avec l'Allemagne, d'essayer de monter un livre sur l'histoire franco-algérienne, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais il faut que des deux côtés, on mette en avant les historiens qui puissent tenir un discours crédible et qui permettent à chacun des peuples de comprendre qu'on a vécu une histoire épouvantable, mais c'est pas la faute des gens qui sont là aujourd'hui, des jeunes qui sont en train de chercher un boulot des deux côtés de la Méditerranée. Voilà,
c'est très important on doit connaître l'histoire, mais on ne doit pas en faire une arme pour sans ces arrêt. Tensions, mon cher Georges Morin, sont alimentées justement par l'histoire coloniale. Mais justement, on peut prendre l'exemple de Jean-Michel Apathy. Il faut la connaître. Jean-Michel Apathy, qui révèle un fait historique. Et elles ne sont pas nouvelles, ces tensions avec l'histoire. Il n'a rien exagéré, il n'a pas essayé non plus d'en faire des tonnes. On a vraiment mis des gens dans des grottes, on les a enfumés. Bien sûr. C'est l'histoire. Mais tout le monde le sait. Voilà. Pourquoi les gens ont été outrés? Mais parce que les gens ne sont pas en connaissance de ces faits, le découvrent. Moi, c'est ça qui me... Pardon, Régis Le Sommier. Ce qui m'étonne toujours entre la France et l'Algérie, c'est qu'en fait, quand on regarde les choses, vous avez évoqué les 132 années de colonisation, le fait que la France a fait de l'Algérie des départements français pendant un moment. Aujourd'hui, moi, je suis assez sidéré par l'ignorance réciproque. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a presque... C'est bien de le dire, c'est ce que disait Karima Khatib. Les Français connaissent mieux le Maroc ou la Tunisie que l'Algérie. Alors c'est plus difficile. C'est pour le tourisme. Quand on... Non mais oui, mais le tourisme, c'est quand même... on est des deux rives de la Méditerranée. Oui. Pardonnez-moi, simplement une anecdote. Moi, encore une fois, je suis resté en Algérie après l'indépendance. J'avais des copains du lycée qui sont devenus des hauts cadres dans la structure algérienne. Et je leur disais, bon sang, mais le bon Dieu nous a donné un pays extraordinaire. Il y a tout en Algérie. Il y a les montagnes, il y a le désert, il y a la mer, on peut faire du ski, on peut aller dans le désert, etc. Et on a c'est un pays qui est voué, qui doit être voué au tourisme. On va pouvoir faire un pays extraordinaire. Le monde entier va venir en Algérie. On m'a dit, mais mon pauvre Georges, mais tu comprends rien. Le tourisme, c'est pour les pauvres. Regarde les Marocains, les Tunisiens, ils n'ont pas de pétrole. Ils sont obligés de faire du tourisme, tu vois, ils deviennent serviles, etc. Nous, on est... Vous savez qu'ils sont les deux premiers pays qui marchent bien en tourisme? Ce sont la France et les États-Unis. C'est des pays... La France, voilà. effectivement. Il y a l'Espagne. Les États-Unis. La France en tête et ensuite l'Espagne. Mais nous, Français, avec ce passé, on devrait normalement s'intéresser plus à l'Algérie, de même que l'Algérie. L'Algérie s'y intéresse par le fait qu'il y a quand même 3 ou 4 millions d'Algériens en France, et puis qu'il y a des passerelles en permanence. Parce que c'est ça, vous avez été c'est le fait que cette guerre, vous essayez, vous, de la ressortir en tant qu'historien, ou en tout cas de l'historiciser, parce qu'elle est encore une plaie vive, à vif. Mais j'ai l'impression que, du coup, comme elle n'a pas été mise en... Moi, je vous raconte juste une anecdote. J'ai un oncle qui a fait la guerre d'Algérie, il ne m'en a jamais parlé. Jamais. Bien sûr. Ce qu'il a fait là-bas. Et c'est pas le seul. Vous avez aussi beaucoup de gens dans la population française qui ont ou été pieds noirs, ou participé de cette guerre d'Algérie, et qui, c'était un sujet tabou. C'était... Mais tous ceux qui ont fait une guerre se taisent. Ségolène Royal, c'est pas la résistance. On n'en parlait pas comme la résistance. On n'en parlait pas... ou alors, la résistance, il a fallu attendre 20 ans pour qu'il y ait des films sur la résistance en France. Bien sûr. Et là, je pense que la plaie, elle est encore là. Elle est quelque part, les douleurs sont là. C'est ce que disait Karima. Elle a raison. Oui, il y a des Algériens qui l'ont vécu, mais il y a aussi des gens... Mais il y a des gens qui entretiennent la douleur. Des racinés aussi. Il y a des gens qui ont été... qui les rapatriés, ils vivent dans un monde parallèle aussi. Oui, mais il y a quand même une nouvelle... Excusez-moi, Karima. Il y a Mornia qui a réclamé la parole. Je suis quand même très impressionnée, là. Il y a eu une volonté politique, en tout cas en France, de ne pas aborder la question algérienne. C'est ce que je dis. Non, mais je veux dire, c'est pas une méconnaissance. Elle l'a dit dès le début. Non, mais bien, voilà ce que disait, c'est pas une méconnaissance. C'est-à-dire que moi, avec Karima, et puis je pense que M. Morin peut peut-être en attester, ça fait des années que nous travaillons en tant qu'enfants d'Algériens sur cette question-là. Et par exemple, il y a eu des choix politiques pour la transmission, notamment dans les écoles. La partie qui est réservée à l'histoire de France, quand même, la guerre d'Algérie fait partie de l'histoire de France. Elle est ou ridicule, puisqu'on donne le choix en troisième d'aller sur l'Holocauste, qui est évidemment une séquence extrêmement importante, et la guerre d'Algérie. Et moi, j'ai le souvenir, quand on a fêté les 60 ans du 17 octobre 61, donc on a eu la chance d'avoir des jeunes de Sciences Po, beaucoup d'historiens. Il y a même dans les historiens, vous en faites partie de ces historiens et puis de ces gens qui veulent absolument faire émerger cette question, mais ce n'est pas du tout une volonté politique qui a été opérante pendant ces dernières années. Il y a même une spécificité de la France vis-à-vis de la colonisation. Et par exemple, on a quand même des reconnaissances et des réparations qui ont été opérées en Belgique,
Belgique, par exemple, qui n'existe pas en France. Et on le voit, et ça s'est incarné dans la séquence avec Apathy, où il y a une forme de négationnisme. On n'est pas sur une méconnaissance, on est sur du négationnisme. C'est-à-dire que même quand les historiens ont travaillé et disent, mais non, en fait, ces faits sont avérés, ce sont des faits factuels. Dans les années, on a en effet Guelma, Sétif, mais on a eu aussi, après 1830, des gazages, des tueries par milliers, d'une politique de... Non, je m'énerve pas, parce que non, mais c'est parce que c'est quelque chose de très fort, et cette volonté... Non, mais la méconnaissance, elle est due... D'abord, moi, je peux pas en vouloir que ça soit des gens qui étaient du côté français ou du côté algérien, à ces gens-là de ne pas avoir parlé. Les traumas des gens qui ont fait des guerres, c'est quelque chose qui en psychologie se théorise, et c'est normal qu'on ne leur fasse pas porter cette responsabilité. Et d'ailleurs, souvent, c'est quand les gouvernements qui sont en place sécurisent que les gens se mettent à parler. Sur la question algérienne, par exemple, on a eu à un moment donné Fabrice Enodi qui a permis à des gens, en tout cas des Algériens, de discuter, de poser verbalement ce qu'ils ont vécu en termes de torture. Ça a été extrêmement compliqué. Et pour les gens qui étaient du côté français, ça a été extrêmement aussi compliqué. Qu'est-ce que vous prenez mais non, c'est qu'il faut une politique. C'est parce que vous lui en faites le grief, c'est quoi? Mais non, c'est que c'est pas de la responsabilité. Non, c'est pas un grief, c'est que la responsabilité ne revient pas aux acteurs, c'est que c'est quelque chose qui doit être politique. C'est-à-dire que normalement, ça doit être clairement politique. Le fait de mettre cette histoire au cœur de l'histoire française, c'est fondamental. Monsieur Morin qui arrive. Une anecdote. On a une réunion avec Jack Lang quand il était ministre de l'Éducation nationale et de la Culture, sous Jospin, qui réunit toute une série d'historiens, de politiciens, etc., pour justement comment enseigner non seulement les rapports de la France avec l'Algérie, mais le rapport de la France au Maghreb. Parce que là aussi, faire attention, parce que l'Algérie, elle n'est pas toute seule. Hein. Il y a toujours eu des interférences bénéfiques ou maléfiques venant de Tunisie et du Maroc. Le Maghreb, c'est une réalité aussi. Donc, Jack Lang nous dit, bon voilà, on fait tout, on a tout fait pour que l'histoire de la France et du Maghreb soit enseignée dans les écoles. Et puis, il y a un jeune instituteur qui venait du Var, qui lève le doigt et dit « Monsieur le ministre, je peux vous interrompre ?» Il dit « Oui, bien entendu, allez-y. » Il dit « Écoutez, moi, je suis dans le Var. Dans le programme officiel des programmes de l'enseignement français, on enseigne la guerre d'Algérie. » Il dit « Qu'est-ce que je fais ? Dans ma classe, j'ai un tiers de fils de Pieds-Noirs, un tiers de fils de maquisards, un tiers de fils de harkis. Comment je leur enseigne l'histoire de la guerre d'Algérie ? J'ai peur parce qu'ils vont redire aux parents, les parents vont venir me voir, ça va être la guerre. Je peux pas. Je suis lâche. Il disait à Oumiz, je suis lâche, mais je peux pas. Je peux pas m'affronter à trois catégories de mes élèves que j'adore pour soi-disant aller à la vérité. Qu'est-ce que je fais, monsieur le ministre ? J'en parle pas. Ben voilà. Donc on n'en parle pas. Eh bien oui. Mais pourtant, c'est pas la meilleure méthode. Non, il dit, on en parle pour les profs. Non, mais il dit je peux pas. Enfin, il n'a pas dit on n'en parle pas. Je pense pas qu'il s'est oui, dit. Mais faisons attention quand même à ce qu'on dit. Mais ils peuvent le faire. Je pense pas, monsieur Morin, il n'a pas dit on n'en parle pas. Je pense pas. Ah non, pas du tout. Voilà. Mais après, les enfants sont pas responsables. Je comprends. Mais déjà, il faut savoir une chose. Et c'est là où c'est dommage. Parce que déjà, les enfants ne sont pas responsables de ce qu'ont fait leurs parents ou leurs arrière-grands-parents ou leurs grands-parents. Déjà d'une, même les enfants de Harki ne sont pas responsables de bien sûr que non. leurs grands-parents. Et ça, c'est reconnu même en Algérie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est nous-mêmes, nous, en tant qu'Algériens, enfants de Moudjahid, on a été élevés en nous disant nous n'avons pas combattu le français, nous avons combattu la colonisation. Oui, bien sûr, oui. Donc il est important de pouvoir monter et faire classe en leur expliquant tous ces aspects, et chaque mot a un sens, et sans qu'ils puissent se sentir coupables de ce qu'ont fait leurs ancêtres. C'est comme le président qui nous dit on ne vous demande pas de vous excuser à la place de vos ancêtres, on vous demande de reconnaître et de réparer. Effectivement,
effectivement. Si on avait traité le sujet du nazisme de la même manière, on y serait encore. Mais il y a eu tout un travail qui a été fait. Nous-mêmes, on a pleuré devant des reportages. Et pourtant, on n'a pas détesté l'allemand. Mais ça fait partie de l'histoire. Il faut y faire face pour pouvoir passer à une nouvelle ère. Il faut la reconnaître, cette histoire. À qui profite tout cela? Parce qu'il nous reste quelques minutes, 10 minutes à peine, moins de 10 minutes d'ailleurs. 10 minutes pour établir les relations. Et j'entends Romain, notre réalisateur, nous dire qu'effectivement, attention à ne pas débourser. J'aimerais juste, Karima, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que c'est vrai, et je prends mes lunettes, parce que l'Algérie, elle a désigné, en tout cas, un responsable dans cette escalade. Exactement. Elle dit... Elle ne tourne pas autour du pot, l'Algérie. L'Algérie, elle dit, c'est Bruno Retailleau. C'est Retailleau. Dont l'altitude est qualifiée d'affligeante, je répète, j'ouvre les guillemets, d'affligeante par le ministre algérien des Affaires étrangères. Alger accuse également le ministre de l'Intérieur de barbouzerie à des fins purement personnelles. Je suis la grande cible, a estimé Bruno Retailleau, convaincu qu'il faut maintenir un rapport de force. D'après les médias algériens, parce que j'ai été quand même glaner quelques infos, le ministre de l'Intérieur est le principal artisan de cette crise franco-algérienne, en tout cas algéro-française. Il n'hésite donc pas à le critiquer sévèrement ces derniers jours. Sans vouloir se montrer trop optimiste, M. Mohamedi donc pense que les deux pays n'ont pas intérêt à une rupture totale. Et j'aimerais qu'on finisse quand même sur cette question fondamentale, essentielle, Madame et Messieurs. Karima, je vous donne la parole. Un dialogue, est-ce qu'il peut reprendre? Franchement, c'est la question que se pose. Alors, vous avez dit vous-même, vous êtes torturé, vous êtes franco-algérienne. Moi, je vais aller encore plus loin. Allez-y, allons-y. Est-ce que l'éloignement définitif c'est en train de se dessiner ou est-ce qu'il est envisageable? Alors, Karima Khatib, faisons un tour de table. Il y a un lien indéfectible entre la France et l'Algérie. Je peux vous garantir que cette force silencieuse ne laissera en aucun cas des clans d'extrême droite ou je ne sais qui pouvoir fracturer de manière définitive les relations franco-algériennes. Et ça, autant je peux parler en mon nom, mais je peux me permettre aujourd'hui de parler au nom de tous ces franco-algériens qui ont ce lien entre les deux rives et qui ne laisseront pas faire. On est assez informés. La seule chose qui nous dérange, c'est le fait que nous, on le perçoit comme l'Algérie est en danger. Donc, à cause de qui ? À cause de ces individus-là, et en l'occurrence M. Retailleau, qui fait du populisme à des fins électoralistes, parce qu'on sait que l'extrême droite a une chance historique en ce moment de pouvoir se créer sa petite entrée. Donc, on ne laissera pas faire, et on saura et on sait s'organiser à ce moment-là, et au moment opportun, on sortira. Et donc, le dernier point, et je le dis, il est impossible, c'est impossible. La France et l'Algérie ne peuvent pas rompre définitivement, ne serait-ce que... Ils n'ont pas intérêt à une rupture totale, c'est ce que vous voulez nous dire. Ces enfants, pas d'intérêt, pas de rupture totale. C'est important. Nous sommes le cordon ombilical entre la France et l'Algérie. Que ce soit M. Morin, Mornia, moi, ici sur cette table. On est deux peuples emmêlés. Vraiment, on a certainement un passé douloureux, mais on a tellement de choses déjà à porter dans l'avenir, et on n'empêchera donc toutes ces personnes de l'extrême droite et tous ces politiques de fracturer d'autant plus. Alors pour ma part, de toute façon, c'est absolument impossible de toute manière que les relations soient rompues. En réalité, il y a des relations diplomatiques en souterrain, c'est impossible autrement. D'abord parce qu'il y a des relations économiques, d'abord parce qu'on est plusieurs... Qui sont entachées, je le rappelais en début d'émission. Oui, bien sûr, c'est entaché, mais ça existe. Ça existe. Je veux dire, ce que nous voyons, nous, c'est une chose. Ce qui existe en réalité, c'en est une autre. Il y a des relations qui sont obligatoires, d'abord parce qu'il y a des liens économiques, d'abord parce qu'il y a plusieurs millions de franco-algériens de part et d'autre de la rive, donc c'est pas possible de rompre concrètement. Donc il y a à la fois l'aspect moral, si je puis dire, pour toutes les raisons qui viennent d'être invoquées par Karima, que je ne reciterai pas. Et vous rejoignez d'ailleurs la raison quand elle dit que tous les franco-algériens se battront justement pour préserver les relations bilatérales des deux pays. Ils se battent d'abord pour leur propre dignité, c'est-à-dire de pas être insultés à longueur de journée. Ça, je crois que c'est surtout ça. Mais c'est normal, et c'est normal. Et c'est normal. Je veux dire, on ne peut pas jeter la pierre à des gens qui n'acceptent pas d'abord que leur histoire fasse l'objet d'une telle violence, que eux-mêmes, parce qu'en réalité, quand on parle de nos histoires communes, en réalité, eh bien, c'est de nous dont il s'agit, de nos parents, donc c'est normal qu'on se batte. Et par ailleurs, oui, évidemment, ça va créer chez les Franco-Algériens une revendication encore plus forte sur le territoire, en disant, nous, on est bien français, et on est là, et voilà. Et si t'es pas content, Retailleau, quand bien même tu veux devenir le président de la LR, et certainement président de la République dans les prochains temps, de toute manière, même l'extrême droite au pouvoir aura besoin de l'Algérie, comme l'Algérie a besoin forcément de la France. Voilà, donc pour moi, c'est très clair. Non, il n'y a pas rupture définitive. Ça fait partie de l'histoire de la France et de l'Algérie. C'est un peu plus tendu ces derniers temps, mais on devrait y arriver. Georges Morin.
Oui, non, je crois aussi. Moi, je vois quand on va dans les communes, dans les écoles, parler avec les jeunes, avec les enseignants, les élus locaux, etc. L'Algérie et la France, c'est deux pays qui sont inséparables. Je veux dire, l'histoire. Regardez quand on voit le nombre de Franco-Algériens, d'Algéro-Français. D'ailleurs, voilà, il y a un professeur, je vous arrête tout de suite, il y a un professeur émérite de sciences politiques à Alger, il s'appelle M. Ismaël Maharaf, il dit un éloignement définitif n'est pas envisageable, clairement. Non. Voilà. Aucun des deux pays n'y a intérêt et aucun des deux peuples ne le veut. Enfin, finalement, quand on parle, quand vous disiez, effectivement, il faut que les gens ici se défendent, mais comme je dis toujours là aussi aux jeunes, vous devez être fiers d'être français, mais vous devez aussi être fiers d'être algérien. Bien sûr. On peut être, moi je suis algérien, je suis français. D'ailleurs, ça c'est ce qu'on appelle binational. Je m'en porte très bien, bien sûr. J'ai dérangé lorsque j'ai dit que j'étais 100% français, 100% algérien. Exactement. Mais je Vous vois pas l'avez ce dit qui sur est un plateau de dérangeant. télé, effectivement. Mais oui, parce que être français, c'est pas faire le déni de son histoire ou de son origine. Je peux tellement embrasser mon pays d'origine comme je suis très attachée à mon pays qui est la France. D'ailleurs, la France est habitée par des binationaux. Des binationaux, c'est pas ce qui manque. Oui, mais je suis élue de la République française. Ça n'entache pas du tout. C'est l'assimilation et l'intégration. Exactement. Moi, je suis pour la. Vous reproché de ne pas choisir votre bord, c'est ça? Exactement, mais il n'y a pas à choisir. Vous vouliez pas le dire, je vous le dis à votre place, c'est ça. Il n'y a pas à choisir. Par contre. Exactement. Régis Le Sommier, est-ce qu'on est parti pour une crise profonde? Mais moi, je crois que ça fait près d'un an quand même que ça dure. Ouais, mais je crois qu'il faut replacer un peu voir un peu les circonstances et voir que, à mon avis, la crise franco-algérienne en ce moment est, à mon avis, une victime du en même temps d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a beaucoup dit tout et son contraire. Il a commencé par dire que la colonisation était un crime contre l'humanité, et puis dans le contexte compliqué entre le Maroc et l'Algérie, il a reconnu le Sahara occidental. Donc il y a eu plein de choses comme ça qui ont été, si vous voulez, et puis à l'affaire Boualem Sansal, dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même assez... C'est celui qui est allé loin dans l'histoire justement de il est allé loin, mais en même temps, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Oui, il fait des reculs. Et aujourd'hui, c'est ce qui se dit. Le président Macron, c'est celui qui a franchi le pas. Là, effectivement, c'est assez facile de taper sur Retailleau, qui ne peut pas faire grand-chose quand on y réfléchit, qui effectivement a peut-être des ambitions pour la suite, parce qu'on est avec un président français qui est affaibli. On est avec un président français qui n'a pas de majorité. Il ne faut pas oublier qu'il a perdu 3 fois les élections quand même, les européennes et les 2 législatives. Et qu'aujourd'hui, il a une majorité qui ne tient à un fil, qui ne tient qu'à un fil, qui va peut-être être censuré. Qu'est-ce que vous voulez qu'un président comme ça, il ne peut pas agir comme un président avec un exécutif fort comme il l'avait avant. Donc aujourd'hui, je pense que dans cette relation franco-algérienne, malheureusement... Ça l'affaiblit, c'est ce que vous voulez dire? Oui, totalement. Et puis bon, faut reconnaître qu'avec... Vous êtes en train de nous dire, Jean-Noël Barrot, tranquillement, du diplomate, tranquillement face à la caméra, vous êtes en train de nous dire que le président Macron laisse couler Bruno Retailleau, qu'il n'a pas le choix. Non, mais il le prend comme vous êtes en train de laisser entendre. Ça lui permet de satisfaire son aile droite, quoi. Voilà. C'est de la politique, je pense. Et de la politique intérieure, malheureusement, sur la situation internationale et en particulier par rapport à ce que je décrivais tout à l'heure, on n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Qui n'est pas à la hauteur? C'est le président Macron ou c'est la France? Le gouvernement français. Qui essaye de... Regardez même avec Mayotte. Regardez ce qui... Enfin, je veux dire, là, ça fait son 2e voyage avec Mayotte. Même ça, on n'arrive pas à le résoudre. On n'arrive pas à refaire des relations, on va dire, correctes avec les Comores, à expliquer nos choses. Il faut aussi... la France ne peut pas s'écraser en permanence. La France ne peut pas faire une politique de conciliation permanente. Il faut qu'on montre qui on est. Or, dans tous les dossiers, on a une hésitation, on a un exécutif qui est flottant, et on a un personnage qui est au pouvoir, qui malheureusement, je crois qu'il est la diplomatie, elle est flottante aussi, mais complètement. Française. Bah oui. Oui. Regardez l'affaire de la Syrie, on va se jeter dans les bras de Jolani, qui est quand même un ancien d'Al-Qaïda. Ça, les Algériens, je pense qu'ils sont sensibles à ça. Al-Qaïda, Daesh. Ah oui, d'accord, vous avez raison. Dans l'ordre. Vous avez raison, vous avez raison. Bachar al-Assad est parti, c'est quand même... Vous avez raison. Non, mais la question, c'est pas que Bachar al-Assad soit parti. Oui, pour les Syriens, oui, c'est une question, oui. Écoutez, Bachar al-Assad, il combattait contre Daesh. Alors ça, c'est un autre débat. C'est encore un autre débat. On va pas s'embarquer. Mais je crois que les Algériens savent sur la question du terrorisme, ils sont assez sensibles à ça. Ils sont sensibles, je vous le confirme, effectivement. Karima, qu'est-ce que vous voulez dire? Ils sont très sensibles et très bien positionnés sur la question de l'antiterrorisme. Et ça serait une vraie raison pour laquelle on devrait vraiment rester
en commun. Ah oui, parce que les ils ont Algériens, beaucoup à apporter à ce niveau-là. Ont connu cette décennie noire, et nous, on a aussi des mouvements chez nous. Pour clore ce grand déballage, un petit tour de table, juste comment vous voyez les choses à terme là. Très vite, évidemment, j'entends les 20 mots, et j'entends en tout cas votre souhait, votre volonté de dire effectivement, il faut que les choses s'arrangent. Comment vous, chacun, votre regard sur cette tension, comment vous voyez les choses à terme, la court, moyen terme? Court, moyen terme, soit on vire Retailleau, soit il démissionne. Mais en tout cas, mais clairement, parce que moi je pense que ça peut se faire. Bon, on va avoir un peu de mal, parce qu'il y a 2027, tout le monde est en plein populisme, tout le monde essaie de frayer son chemin tout en essayant de déstabiliser. Mais ça va à l'encontre de l'intérêt de la France. Il faut penser d'abord français. On nous parle tout le temps de souveraineté, de patriotisme. Déjà, arrêtons de donner ce patriotisme à l'extrême droite. Soyons patriotes. Être patriote, c'est quoi ? C'est vouloir le bien de notre pays. Vouloir le bien de notre pays, c'est qu'ils s'entendent avec le maximum de pays étrangers. C'est ça, faire des relations bilatérales qui apportent plusieurs liens, passerelles économiques, sociales, culturelles. Et c'est ce qu'il faut faire. Et qu'on arrête de juxtaposer le conflit, les relations tendues entre l'Algérie et le Maroc. On peut très bien s'entendre avec le Maroc et très bien s'entendre avec l'Algérie. Sur la question du Sahara, pareil. La France, en même temps, ça n'existe pas. On a la France qui suit la ligne du droit international, qui est censée la suivre. Ensuite, qui se prononce en faveur du Sahara marocain. Non, mais ce que je veux dire, c'est gardons une ligne où notre directive, c'est d'améliorer toutes les relations de la France vers les pays étrangers. Monia. Alors, pour aller dans le sens de monsieur, moi je suis de Régis, voilà, excuse-moi, je cherchais le prénom. Moi, pour moi, c'est pas contradictoire. Je pense que de toute façon, d'ici les prochaines élections, ça va être en dents de scie. Ça va être les montagnes russes, parce que évidemment que ça correspond aussi au paysage politique français. Et ce fameux recul de 2 pas en avant, 2 pas en arrière, ça c'est une réalité. Après, sur le fait de se positionner, il faut des positions un peu plus claires, pas forcément autoritaristes ou de fait de se plier ou pas se plier, mais d'être au clair, de pas jouer la carte de la surenchère ou de la pyromanie. Quand il est question des migrations, par exemple, d'autant plus que la France a besoin de l'Algérie sur la question de la migration et de la migration qui vient de l'Afrique centrale ou même subsaharienne. Donc moi je pense que ça ira, et en 2027, on verra qui passe. On y verra peut-être un peu plus clair. On est loin, on aura l'occasion évidemment. Mais d'ici là, je pense qu'on aura... On se reverra dans le cadre d'autres émissions ici, effectivement, sur le sujet. Sur la Syrie, avec plaisir. La France et l'Afrique. Oui, Monsieur Georges Morin. Moi, je pense que là, encore une fois, on a 2 pays qui sont entremêlés. Et puis vous rendez un rapport avec Benjamin Stora cet été, juillet, vous rendez vos rapports. Oui, absolument. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans cette configuration. Et je pense, moi, que il y a aussi des Retailleaux en Algérie. Je veux dire, il y a aussi des gens qui font des choses qui ne sont pas très, très catholiques, comme dirait l'autre. Voilà, donc il faut comment dirais-je, renforcer les gens qui, des 2 côtés de la mer, et j'en connais beaucoup, on en connaît tous beaucoup, qui savent que l'intérêt de chacun des 2 pays, c'est de s'entendre. Regardez la carte de la Méditerranée, la France, l'Algérie, on est 2 puissances qui doivent s'entendre, qui doivent se respecter, bien sûr, et s'entendre. On n'y échappera pas. Quels que soient les mauvais prophètes au sud ou au nord, je pense que la situation géographique, la situation historique, avec tout le mal qu'on peut en penser, elle pousse les 2 peuples à rester au moins unis, quoi. Enfin, je sais pas. Le mot de la fin avec Régis Le Sommier. Alors, le grand reporter. Moi, je reviens sur... Pardon. Je vous ai fait étouffer. Oui, je reviens sur ce souhait, parce que je crois qu'il est... en fait, il y a des populations, effectivement, qui sont concernées, les Franco-Algériens, on a parlé des Pieds-Noirs, on a parlé des Harkis,
qui portent cette mémoire à la fois de cette guerre de l'Algérie, de la colonisation et autres. Mais le reste de la population française, je suis désolé, qui est quand même l'immense majorité, ne s'intéresse absolument pas à l'Algérie. Oui, mais... Et je pense qu'à cause justement du fait qu'on a mis tout sous le tapis, c'est vrai. Il a raison. alors que, voilà, moi j'aimerais que quand on parle de l'Algérie, on voit à quoi ça correspond. En fait, les gens ne savent pas, ils ne vont pas là-bas. Il a raison. Et on aura vraiment avancé quand on aura... vous disiez, oui, c'est du tourisme. Mais c'est important que... Alors, bon, le gouvernement algérien, on ne peut pas dire qu'il fait tout pour ouvrir le pays. Mais en même temps, je les comprends. Il faudra... Non, je crois il pas. est tellement en danger que moi-même, franchement, il ne me serait pas venu à l'idée d'ouvrir comme ça le pays à qui de droit. Bon. On va en antenne. Bon, voilà. Désolé, mais bon, effectivement, on a... On relance avec qui, à la France ou à l'Algérie? Comme vous l'entendez. Merci en tout cas. Débat extrêmement passionnant. Le débat continue, vous le savez, y compris vous-même. Vous le faites très très bien d'ailleurs. Je vous en remercie infiniment, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Vous le faites y compris très bien en Afrique, y compris en Europe, y compris partout dans le monde. Vous le faites bien, avec y compris le replay, sur la chaîne YouTube Global Africa Télé Sud. Vous commentez en toute liberté d'expression et vous le savez. À la réalisation, c'était Romain. Merci Romain à la réalisation. Merci à monsieur Georges Morin, le patron fondateur du livre Maghreb. Ouais, non, exactement. du Maghreb des livres. Du Maghreb des livres. C'est pas possible. Exactement. Et puis le président de Coup de Soleil. Voilà. Marnia Labsi, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous êtes la militante antiraciste. Pas que ça, mais... On l'aura compris aujourd'hui. Ah, vous le portez bien, mais c'est bien, c'est important. On a besoin de gens comme vous, de personnalités comme vous. Bah ouais. C'est vrai. Karima Katim, à bientôt. À bientôt. La présidente de la Fédération franco-algérienne. De consolidation et du renouveau, et puis élue... Et puis élue aussi, rappelez-le, sur la au Blanc-Ménil. Sur le département du 93. Exactement. Le Blanc-Ménil. Régis Le Sommier, grand reporter, journaliste, et patron de cofondateur, vous êtes le patron de la rédaction d'Omerta. Voilà. Effectivement. Voilà. Méda qui monte en puissance, je vois. Ah, oui. Écoutez, oui, c'est pas mal. Vous avez fait un décollage immédiat, vous. Je peux faire un tout petit... voilà, on a un beau documentaire qui paraît là, à la fin de la semaine sur les élections en Roumanie. Ah, excellent. On va faire un débat là-dessus, parce que là, là aussi, oui, des élections supprimées entre le premier et deuxième tour, 2 candidats interdits, prochaine élection, quand même des choses qui se passent ça se passe en Europe, hein, vous voyez, dans la communauté européenne. Ça sera sur l'appli Omerta, mais on en mettra évidemment des extraits sur notre chaîne YouTube. Voilà. Assure, vous l'aurez noté effectivement. Merci à vous tous, merci à vous surtout pour votre fidélité. Restez fidèles à Global Africa Télé Sud, les programmes continuent, mais vous savez ce qu'on dit ici, hein, on ne lâche rien. À très vite les amis dans le grand déballage.